Il est 8h40, nous sommes en direct depuis le port de Jaffa à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. En Israël, un cimetière chrétien a été la cible de vandales nocturnes. Des tombes ont été brisées, mais impossible de rattacher cet acte à ceux du prix à payer, puisque cette fois, aucune inscription n'a été retrouvée sur place. Le reportage à Beit Jamal de Maël Ben-Oliel. Des croix arrachées, des tombes vandalisées, un événement dont se serait bien passé le père Antonio. Oui, c'est le cimetière, nos petits cimetières, où sont enterrés nos frères, nos pères. 7 stèles sur 24 ont été détruites par des inconnus dans ce cimetière de Beit Jamal au moment des fêtes de Noël. Le prêtre de ce village, où vit une petite communauté de chrétiens, n'en revient toujours pas. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça? C'est-à-dire, c'est la question, pourquoi? Pourquoi ça? Contre notre mort, nos morts. Je dis qu'on n'a pas des ennemis ici. Il n'y a pas d'explication raisonnable, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la haine, mais contre qui? Pourquoi? C'est le père en personne qui a été porté plainte au commissariat de la ville la plus proche, Beth Shemesh. Ils sont venus, ils sont photographiés, et ils ont fait tout ce que la police fait dans ces choses comme ça. Et après, on attend s'il y a une réponse, mais je ne crois pas qu'il y aura de réponse, parce que c'est impossible de savoir après. Ça, Nous sommes ici à une trentaine de kilomètres du sud de Jérusalem, sur les monts de Judée. Un endroit reculé, en pleine forêt, qui attire de nombreux pèlerins et touristes, notamment pour le calme et la tranquillité que le lieu inspire. Ils ne sont que quelques dizaines de religieux à vivre dans ce couvent. Le monastère, lui, est ouvert au public, mais c'est à 500 mètres de l'édifice religieux, au bout d'une route sinueuse, que se trouve le cimetière déjà centenaire. Conséquence de cette profanation, le cimetière sera déplacé plus près du monastère. Ce n'est pas la première fois que Beit Jamal est la cible de tels actes. En 2013, c'est l'entrée du couvent qui avait été visée par un cocktail Molotov. Mathias Inbaro, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va parler à présent avec vous de cette relation qu'entretient la presse avec les groupes WhatsApp, surtout lorsqu'il s'agit d'informations sensibles en termes de sécurité, de renseignements notamment. Vous avez mené l'enquête. On va parler d'un groupe en particulier qui a fait de la véracité des faits finalement sa spécialité. Oui, sa spécialité, son nom, Bitachon Sadeh. Très difficile de traduire concrètement, ce sont ces informations sécuritaires en hébreu. Alors pourquoi j'ai choisi d'enquêter sur ce groupe? Parce que c'est un groupe qui diffuse en temps réel et même avant d'ailleurs la presse traditionnelle des informations. Elles ne sont pas classées secrètes, ces informations, elles sont à la disposition de tout le monde, sauf qu'elles sont collectées parce qu'elles viennent surtout des sites et des réseaux sociaux arabes et du monde arabe qui sont traduites ensuite en hébreu et retransmises et aux journalistes dont je fais partie, puisque je suis inscrit sur ce groupe-là, et qui est composé par des militaires, des agents ex-agents et agents infiltrés au Shabak, au service secret intérieur, et des policiers. Avant d'en dire plus, je vous propose de regarder pour comprendre. L'information en temps réel, mais non destinée au grand public. Bienvenue sur le groupe WhatsApp Bitachon Sadeh, littéralement information sécuritaire, fondé il y a 4 ans. Car ici, il n'est question que de sécurité, 24 heures sur 24. Les membres du groupe, des journalistes spécialisés, des policiers, des militaires et des ex- et actuels agents du Shabak, les services secrets intérieurs. Le responsable du groupe a accepté de nous parler. Pour des raisons de sécurité, il préfère rester anonyme. Nous ne publions aucune information qui porte atteinte aux forces de sécurité. C'est notre première condition. Nous vérifions scrupuleusement toutes les personnes candidates à rejoindre notre groupe. Je précise toutefois qu'aucune information n'est secrète. Elle vise à être traitée immédiatement, soit par des journalistes, soit par des forces sur le terrain. Si le projet résulte d'une initiative privée, il y a selon lui comme un accord tacite entre son groupe et les services de sécurité israéliens. On est alors témoin d'une discussion rare, privée, entre 2 membres de son groupe. Ils informent et guident en direct des soldats en opération la veille, à Bethléem.
הצעירים באזור עוקבים אחרי הכוחות, מנסים לפגוע בהם. נא להעביר לכוחות בשטח. זה דוחה, כי הם עוקבים אחרי רכב, איך שהם קוראים לו בנץ, הם מבקשים לדעת את המיקום שלו וכל הדברים עליו, כדי לעקוב. בהמשך לרכב שעוקבים אחריו, הם מבקשים בחור שגר ליד המסגד. לשלוח בחור בשם אבדורי, לבדוק. Alors qu'un vif débat a lieu dans la société israélienne sur le sérieux des informations véhiculées sur ces groupes WhatsApp, notre témoin l'assure, son groupe a des règles bien précises, une seule erreur et le responsable est retiré. Il nous montre le type de menace qu'il peut déceler. Voilà, ça se passe maintenant. Je viens d'être alerté. Un Palestinien a posté sur sa page Facebook qu'il souhaite mourir en martyr et souhaite attaquer dans la région de Beth Shemesh. Je l'envoie sur le groupe WhatsApp et je l'envoie en parallèle aux forces de sécurité qui vont traiter l'information. Totalement bénévole, il dit agir par pur civisme et souci d'assurer la sécurité de son pays. Pour lui, après la presse écrite, la radio, la télévision et Internet, son groupe est une vraie source d'information. La question est de savoir jusqu'à quel point ce modèle n'entrave pas l'autocensure qui existe en Israël. Alors c'est très intéressant cette coopération tacite entre WhatsApp et les forces de sécurité de l'autre côté. Concrètement sur le terrain, comment ça se passe ? Alors, vous l'avez vu de manière très brève, effectivement, il y a certaines personnes qui comprennent l'arabe, qui peuvent pouvoir pénétrer certains réseaux sociaux, certaines discussions, qui peuvent aussi entendre certaines discussions du côté palestinien. Effectivement, cela s'est avéré déjà que les membres du groupe, d'anciens militaires et d'unités d'élite de renseignement dans l'armée israélienne, qui sont aujourd'hui à la retraite, font partie de ce groupe, ont pu déceler une conversation selon laquelle il y avait 2 personnes avec des cocktails Molotov et des engins artisanaux qui se cachaient derrière un mur. Le groupe de soldats arrivait et ces personnes ont immédiatement décelé les conversations, transmises aux forces qui ont été ensuite sécurisées. Donc oui, effectivement, il y a une coopération. Pas concrètement, il n'y a pas de coopération, il y a plutôt bonne entente. Pourquoi pas de coopération ? Parce qu'il nous faut rappeler tout de même que c'est une initiative privée et que l'armée israélienne est tenue par la censure. Surtout, nous, journalistes, sommes tenus par la censure et surtout, on n'a pas le droit de tout dire. Alors effectivement, comment ça se passe concrètement ? Eh bien voilà, il suffit d'un téléphone, d'être autorisé par ces personnes-là à pouvoir être intégré, à pouvoir intégrer ce groupe et nous recevons les informations. Tacite. Merci beaucoup Mathias pour ces explications. John Kerry reçoit le roi Abdallah de Jordanie à Washington. Le secrétaire d'État américain a réclamé hier un accès humanitaire complet aux villes assiégées en Syrie, comme la localité de Madaya par exemple, où des premiers convois sont entrés pour venir en aide à une population en proie à la famine. Gabriel Nola. À Madaya, l'ONU veut évacuer 400 civils en grand danger de mort. Reste encore à obtenir l'accord de Damas. Nourriture, médicaments, couverture, les 44 camions d'aide humanitaire dépêchés par l'ONU et la Croix-Rouge sont arrivés lundi dans la ville et 21 autres sont rentrés dans 2 autres localités chiites encerclées par les rebelles. À Madaya, ville assiégée par le régime de Bachar el-Assad, les ONG dressent un bilan lourd. 18 personnes sont mortes de faim depuis décembre. Seul moyen de survivre pour certains, manger des chats et de l'herbe. Aucune aide humanitaire n'était arrivée dans la ville depuis le 18 octobre. Notre situation est très difficile. Nos enfants meurent de faim, nos corps tremblent. Nous avons commencé à perdre conscience à cause de la faim. Nous souffrons d'anémie et beaucoup de maladies. Nous n'avons pas de nourriture, même pas du pain. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Nos enfants pleurent toutes les nuits. On est incapable de trouver de quoi les nourrir. Beaucoup d'habitants attendent désespérément de pouvoir partir. Des images d'enfants squelettiques supposés de Madaya avaient fait le tour des réseaux sociaux, indignant la communauté internationale. Suite à la pression, le régime syrien a finalement accepté de laisser entrer l'aide humanitaire, mais affirme toujours que les photos sont fausses. Le cas de Madaya n'est pas unique. En Syrie, les civils sont les premières victimes de la guerre, qui dure depuis 5 ans. Selon l'ONU, 400 000 personnes au total sont coincées dans des villes assiégées par l'armée de Bachar el-Assad ou par les rebelles. Et on passe tout de suite à l'essentiel de l'actualité internationale, en bref et en images. On dispose à présent des premières images de l'arrestation d'El Chapo. Le processus d'extradition vers les États-Unis du trafiquant de drogue mexicain prendra au moins 1 an, voire beaucoup plus, si ses avocats utilisent tous les recours légaux. C'est ce qu'ont affirmé les autorités, faisant ressurgir la crainte d'une nouvelle évasion.
Le président américain Barack Obama prononcera son dernier discours sur l'état de l'Union ce soir à 21h en direct du Capitole à Washington. Obama, qui quittera le bureau ovale de la Maison-Blanche à la fin de l'année, a promis d'annoncer non seulement les défis auxquels les États-Unis seront confrontés en 2016, mais aussi ce que tous devront accomplir ensemble dans les années à venir. Cruel accident pour Sébastien Loeb et son copilote sur le Dakar 2016. Alors qu'il occupait la tête au volant de sa Peugeot, l'équipage a fait plusieurs tonneaux hier lors de la 8e étape entre Salta et Belen. Il voit donc ses chances de s'imposer dès sa première participation au Rallye Raid s'évanouir. Service civique, service militaire volontaire ou adapté, François Hollande a présenté hier son plan d'amélioration du service civique qui permet à des jeunes entre 16 et 25 ans de s'investir dans une mission d'intérêt général. Alors Betsabé, service civique, service militaire adapté, réserve citoyenne, vous nous y faites le clair, tout le point sur... Voilà, Nathalie est extrêmement troublée et encore on n'a pas vu toutes les notions. Vous avez tout d'abord regardé le service civique qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans. Nathalie, désolée, c'est à peine plus possible pour vous pour effectuer des missions dans des associations, dans des collectivités locales, des établissements publics. Alors, ça dure de 6 mois à 1 an, rémunéré plus de 570 € net par mois. Alors, c'est plus qu'un stage, c'est une aubaine pour beaucoup de jeunes, même si aujourd'hui, eh bien, un candidat sur 4 seulement est retenu. Alors, le président s'est engagé à ce que tous les candidats soient acceptés. Une promesse qui a un prix, elle va coûter près de 400 millions d'euros en 2016. Vous avez ensuite le service militaire volontaire. Regardez, SMV qui dit militaire dit armée. Le but du SMV est en effet d'aider les jeunes dans la réinsertion grâce à une formation professionnelle, certes, BTP, hôtellerie, etc., mais avec des règles strictes. Ça concerne les jeunes majeurs, des jeunes en difficulté, durée pareil de 6 mois à 1 an, rémunérés de plus de 300 € par mois. Il y en a actuellement 2 en France et comme ça marche, on devrait atteindre la petite dizaine d'ici à la fin de l'année. Autre engagement citoyen, vous avez l'établissement public d'insertion de la défense, ça s'appelle EPID. Alors c'est un internat d'inspiration militaire là aussi et pour le coup, il concerne les jeunes de 18 à 25 ans de nationalité française ou étrangère sans diplôme et en réelle difficulté. Ça peut durer 2 ans et pour cause ce sont des formations individualisées des jeunes en difficulté. Chaque année, quelques 300 volontaires sont ainsi accueillis et apparemment ça marche. Alors vous avez bien sûr la fameuse réserve militaire, condition avoir 17 ans, être prêt à consacrer au moins 30 jours par an à l'armée. Et puis là, vous avez 2 composantes en fonction de vos goûts. Alors, soit avec une participation à l'état-major, aux opérations sur le terrain, soit une réserve dite citoyenne pour, par exemple, aider la population en cas de menace, de conflit. L'objectif du ministère de la Défense pour 2019, c'est, attention, 46 000 réservistes. Alors, autant dire que les campagnes battent leur plein, comme on vient de le voir sur Facebook. Et puis enfin, la toute dernière, regardez la réserve citoyenne de l'éducation nationale, des réservistes qui sont attirés par un autre type d'action, qui sont dotés de connaissances dont ils vont faire partager, dont ils vont faire part dans les écoles en soutien aux enseignants. Ben voilà, je bégaye plus, j'ai tout compris. Merci beaucoup, Betsabé. Aux États-Unis, le marché automobile a retrouvé des couleurs, des ventre-corps et une industrie qui repart de l'avant. La preuve, le salon automobile de Détroit, qui s'est ouvert hier, redevient une place forte pour la présentation de ses modèles. David Klesewski. Un salon aux allures de fête. Le secteur de l'automobile se porte bien et Détroit, ville en faillite, retrouve des couleurs après avoir été frappé de plein fouet par la crise de 2008. Il y a encore quelques années, les constructeurs se faisaient discrets au salon, attirés par les opportunités en Chine notamment. Désormais, les plus prestigieux ont fait le déplacement fort de leurs bons résultats. En 2015, plus de 17 millions de véhicules ont été vendus sur le marché américain, un record. Faible prix de l'essence, accès facile au crédit et relative croissance économique sont les éléments qui expliquent cette reprise. Autre facteur, les ambitieux plans de relance économique de l'administration américaine. Souvent critiqué pour sa politique extérieure, Barack Obama peut en revanche se targuer d'avoir contribué à la renaissance de Détroit. Il y a 7 ans, l'industrie automobile américaine était au bord de l'effondrement. Depuis notre plan, nos constructeurs ont créé plus de 640 000 emplois et réduit le taux de chômage de la région de Détroit de plus de la moitié. La plupart des constructeurs affichent leur satisfaction, à l'exception notable de Volkswagen.
L'ancien numéro 1 mondial s'est retrouvé au cœur du pire scandale de son histoire avec les logiciels truqués de gestion des moteurs diesel pour passer les tests anti-pollution américains. Dimanche soir encore, le patron Matthias Müller a affirmé être sincèrement désolé. Dans le même temps, les autres géants font des progrès. La morale du salon est que le malheur des uns fait le moteur des autres. Nous allons sortir un tout nouveau moteur diesel avec une efficacité encore plus grande et qui est extrêmement propre. Nous avons une croissance de 13% au niveau mondial, plus que tous nos concurrents. Et en 2016, les bons chiffres des ventes devraient rester similaires. Après avoir été tiré par les pays émergents, la croissance automobile se fait à nouveau sentir en Amérique du Nord et en Europe. Allez, on se retrouve dans 10 minutes pour un tout nouveau point sur l'info. Et on parlera de la stratégie de communication du pape avec la sortie de son nouveau livre aujourd'hui. A tout de suite.